Nous voici donc arrivés à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que nous pourrions sous-titrer « de la loi », et qui dit ceci. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Alors voyons tout d'abord la première phrase, la première proposition de cet article. La loi est l'expression de la volonté générale. Proposition qui est présentée ici comme étant une définition de la loi. Eh bien, nous commencerons par faire deux observations. Premièrement, dire que la loi, c'est l'expression de la volonté générale, ce n'est pas une définition. Et la deuxième observation, dire que la loi est l'expression de la volonté générale, c'est objectivement faux. Alors, premier point, ce n'est pas une définition. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'une définition? Le dictionnaire Larousse, comme le Robert, s'accordent tous les deux pour dire qu'une définition, c'est le fait de déterminer les caractéristiques de quelque chose, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés essentielles de ce quelque chose. Or, dire que la loi, c'est l'expression de la volonté générale, ne livre pas ni les caractéristiques, ni l'ensemble des propriétés essentielles de la chose en question, c'est-à-dire de la loi. Donc cette phrase n'est objectivement pas une définition de la loi, car la loi a bien d'autres caractéristiques que d'être l'expression de la volonté générale. Elle a notamment la caractéristique d'être une règle coercitive qui restreint la liberté individuelle et qui s'applique sous la menace d'une sanction. Alors, si cette phrase n'est pas une définition de la loi, quel est son objectif? En disant que la loi est l'expression de la volonté générale, la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, établit une identité réversible entre la loi et la volonté générale, ce qui tendrait à signifier que loi et volonté générale sont deux concepts identiques et synonymes. Or c'est faux, puisque la volonté générale peut s'exprimer, se manifester par bien d'autres moyens que par l'édiction d'une loi. Ainsi, la volonté générale peut s'exprimer par la construction d'un pont, par la modification des programmes scolaires, par la création d'un corps d'élite dans la gendarmerie, par l'amélioration de l'efficacité du service public, etc., 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 et mille autres choses qui ne relèvent pas de la loi. C'est-à-dire, la loi, c'est-à-dire du pouvoir législatif, créateur de règles abstraites, mais toute cette énumération relève du commandement opérationnel, c'est-à-dire du pouvoir exécutif. Pouvoir exécutif, organisateur et maître d'œuvre d'actions concrètes. Actions concrètes qui doivent néanmoins être compatibles avec ce que la loi permet de faire à un moment donné. Alors donc, pour être exact, c'est-à-dire pour ne pas être faux, et être précis dans cette phrase, on devrait écrire ceci. On devrait écrire « La loi procède de la volonté générale » et non pas « La loi est l'expression de la volonté générale ». Ceci est largement différent et nous appliquerons donc un point de pénalité pour imprécision, plus un point de pénalité pour incohérence à cette proposition, à cette phrase, première partie de l'article 6. Ce hiatus, mis en lumière, que nous venons de mettre en lumière dans le début de cet article 6, n'est pas anodin. Il n'est pas anodin, il n'est pas non plus anecdotique, car il témoigne
de toute la confusion possible qui peut exister entre l'idée du pouvoir législatif et l'idée du pouvoir exécutif. Entre le concept de pouvoir législatif et le concept de pouvoir exécutif. Alors, devons-nous en déduire, pour autant, que les rédacteurs constitutionnels ont nourri sans le vouloir cette confusion par manque de compétences? Certainement pas. Et comme à chaque fois qu'une telle question sera posée à propos de tel ou tel article, nous verrons que c'est tout au contraire, sciemment et bien sciemment, que les rédacteurs entretiennent ou ont entretenu cette confusion. Et ceci dans un objectif bien précis, celui précisément que le grand public confonde les deux. Confusion voulue. Confondre les deux, c'est-à-dire que le grand public confonde le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. C'est-à-dire confonde le domaine de la fabrication des lois et le domaine de l'action concrète du gouvernement, d'un gouvernement. Mais alors, pourrons-nous nous demander quel intérêt les maîtres du pouvoir ont-ils donc à ce que les citoyens ordinaires confondent le domaine législatif et le domaine exécutif? Eh bien, la réponse est très simple. Ils y ont intérêt parce que le système oligocratique a pour vocation première de diluer le législatif dans l'exécutif, ou plus exactement, de faire absorber le législatif par l'exécutif, ou, dit encore plus clairement, d'établir un système dans lequel c'est l'exécutif qui fabrique lui-même la loi. L'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, ou, plus précisément encore, le chef du gouvernement, ou le chef de l'État. Ainsi, par un tour de passe-passe rédactionnel, c'est tout le système dit démocratique qui est nié. Et c'est donc un seul groupe restreint, voire une seule personne, qui fait à la fois la loi, qui fabrique à la fois la loi et qui la fait appliquer. Nous voyons donc tout le contenu démocratiquement toxique subrepticement distillé dans cette seule première phrase de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors voyons maintenant la deuxième phrase de cet article 6. La deuxième proposition. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi. Phrase à laquelle nous ne consacrerons pas autant de temps qu'à la première, tant il est évident qu'elle profère un mensonge éhonté. Cette fois, nous souhaiterions, si d'aventure nous souhaiterions être plus modérés, notamment afin de ne pas insulter la Constitution française et ainsi ne pas risquer d'être mis en examen pour outrage à un texte sacré, nous dirons plus simplement que cette portion d'article n'est tout simplement pas respectée, puisqu'il est bien évident qu'il n'existe aucun dispositif permettant aux citoyens de concourir personnellement à la formation de la loi, comme il est dit dans la DDHC, d'une part, et qu'ils n'y concourent même pas par leurs représentants, c'est-à-dire par les élus, puisque 90% des règles coercitives du corpus législatif français émanent de fonctionnaires non élus. En conséquence, nous appliquerons une pénalité pour incohérence à cette deuxième phrase de l'article 6. Article 6 qui continue ainsi. Dans le cadre d'une troisième proposition, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ce rappel en forme de truisme est très important car il sacralise, nous dirons plutôt qu'il constitutionnalise un caractère fondamental de la loi, caractère encore plus fondamental que celui de sa supposée expression de la volonté commune, un caractère qui n'a d'ailleurs jamais cessé de faire polémique au sein des juristes autoproclamés constitutionnels, c'est celui de l'universalité de la règle de droit.
car l'universalité de la règle de droit est considérée par les uns comme la garantie de l'égalité, alors qu'elle est considérée par les autres comme, au contraire, la porte ouverte à toutes les inégalités. Alors, nous n'entrerons pas ici dans ce débat fort intéressant qui nécessiterait qu'une conférence entière lui soit consacrée, débat entre ces deux conceptions opposées du droit. D'un côté, celle qui considère que la règle de droit doit rester aveugle aux différences et que l'égalité passe par l'uniformité de la règle applicable à tous les individus, égaux par essence, et tous ces individus devant donc être traités de façon identique par-delà leurs éventuelles différences. Et d'autre part, celle qui considère au contraire que l'égalité devant la loi ne permet pas nécessairement d'assurer l'égalité en fait, et que l'application uniforme de la même règle à tous peut aboutir à conforter les inégalités. Nous n'entrerons pas dans ce débat. Aujourd'hui, nous nous contenterons simplement de constater que la Constitution affirme une chose. Elle affirme que la loi doit être la même pour tous, mais que les codes juridiques, qui sont de niveau inférieur à la Constitution, affirment le contraire. C'est-à-dire que ces codes juridiques modulent la plupart des lois en fonction de certaines caractéristiques individuelles, plus ou moins subjectives ou plus ou moins objectives, si on préfère. L'incohérence est donc plus que flagrante et, en toute logique, nous appliquons donc une pénalité pour incohérence à cette troisième proposition de l'article 6. Voyons maintenant la quatrième phrase de cet article 6 qui dit ceci. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, c'est-à-dire aux yeux de la loi, mais nous avons vu que c'était faux puisque dans la réalité, la loi accorde à certains droits, à certaines choses auxquelles les autres n'ont pas droit, et que la loi interdit également à certaines choses auxquelles d'autres ont droit. Bref. Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, tous les citoyens sont donc également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. En lisant cette phrase, chacun constatera aisément, et sans avoir besoin pour cela d'être juriste, qu'elle introduit, ou plutôt qu'elle confirme, une notion déjà évoquée dans l'article 1er, la notion de distinction sociale. C'est-à-dire, en fait, l'idée de l'inégalité sociale. Notion qui entre, naturellement, en collision frontale avec celle d'égalité devant la loi. Puisque cette égalité devant la loi peut, si nous en croyons la Constitution, être balayée par l'inégalité sociale. Pire, elle introduit le critère le plus subjectif, le plus arbitraire qui soit, la vertu. La vertu, en tant que porte d'entrée à la distinction sociale en général, et plus particulièrement, ici, à l'accession au métier de fonctionnaire. Ce critère de vertu, n'étant par ailleurs absolument pas défini, et laissant par surcroît ainsi la porte grande ouverte à tous les favoritismes, népotismes et autres arbitraires, nous appliquerons donc une pénalité pour imprécision à ce quatrième alinéa de l'article 6, tout en notant au passage que cette pénalisation apparaît bien faible au regard de l'infraction démocratique que nous venons de constater. Merci Christian pour cette présentation critique. Et maintenant, à vous messieurs pour un premier tour de parole sur cette présentation et vos compléments éventuels. Je veux bien commencer.
Alors, j'ai pris quelques notes sur l'excellente analyse de nouveau de Christian. Hein. Merci. Merci de ton concours. Donc, sur l'article 6, effectivement, le fait de mettre expression à la place de procède, je pense qu'effectivement, la loi procède de la volonté générale, c'est pas du tout la même chose que est l'expression. Est l'expression, ça affirme quelque part que c'est l'expression. C'est comme ça, point barre. On l'affirme, quelle que soit la source de la loi, en définitive. Et c'est comme une information incontestable. Et à partir de là, bah oui, la loi, elle s'impose à vous, puisque, et nous sommes en démocratie, puisque c'est la Déclaration des droits de l'homme qui le dit, puisque c'est l'expression de la volonté générale. Or qu'en réalité, en démocratie, il faut qu'elle tire son origine. Elle n'est pas simplement l'expression. Elle est la résultante de la volonté générale. Donc ça, je pense Christian l'a très bien pointé, l'a bien disséqué. C'est sans doute un des éléments les plus importants. Sur l'absorption, par contre, de l'exécutif par l'exécutif du législatif, là, je crois que Christian fait fausse route. Je suis désolé de le contredire sur ce point. Car il faut bien comprendre que nous sommes dans une constitution pour les capitalistes. Et les capitalistes ne souhaitent pas que l'exécutif ait tous les pouvoirs. Il veut, au contraire, c'est une classe diverse, c'est une classe qui peut même être assez large, hein, et surtout à cette époque-là était assez large, et qui a besoin de contrôler justement l'exécutif pour pas qu'il fasse comme c'était le cas sous la monarchie, qu'ils fassent un petit peu ce qu'ils veulent. Le législatif, d'ailleurs, dans la Constitution de la Ve République, l'Assemblée nationale contrôle l'exécutif. C'est un de ses rôles principaux. C'est pas pour rien. C'est pour éviter justement les abus de pouvoir de certaines personnes qui, du coup, seraient parce que le pouvoir exécutif absolu, c'est quelque part, c'est le dictateur. Donc, on a tendance enfin, si on pousse jusqu'au bout ce que dit Christian, on a un peu l'impression que justement ça serait un cas d'exécutif omniprésent. Je crois vraiment que le législatif est très important et est justement un des moyens de la classe bourgeoise de maintenir justement l'exécutif et le pouvoir, et en particulier sa force brutale, hein, par la police, etc., et la justice, de le garder sous son contrôle. Donc, je pense que c'est vraiment pas... Je pense que là, son analyse va un petit peu trop loin. Là, sinon, sur le droit de concourir à la loi, bon, évidemment, je suis d'accord, c'est une plaisanterie, sauf par référendum. Et encore, le peuple peut participer à l'élaboration de la loi. Le seul cas où le peuple pourrait vraiment participer à l'élaboration de la loi, c'est s'il y avait le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui existe d'ailleurs dans un certain nombre de pays capitalistes. Hein. C'est même pas contradictoire avec le système tel qu'il est. Le droit le même pour tous, oui, alors peut-être attention quand même, hein, je pense que l'analyse est globalement bonne. La loi est la même pour tous. Ça ne veut pas dire que la loi, à l'intérieur d'elle-même, ne peut pas prévoir des traitements différenciés en fonction des situations. J'en veux par exemple le cas du Code du travail, où le Code de travail, c'est le même code pour tout le monde. Donc la loi est bien la même pour tout le monde. Mais selon qu'on est employeur ou salarié, eh bien, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes droits et les mêmes avantages, les mêmes devoirs, les mêmes droits. Hein. Donc, voilà. Ça n'a pas l'air d'être clair pour Christian, ce que je dis, mais c'est la même loi. Hein. Le Code du travail, c'est la même loi pour tout le monde. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un traitement différencié en fonction de la situation de telle ou telle personne ou de tel organisme. Par rapport à l'égalité de se présenter, bon, évidemment,
c'est très bien pointé par Christian, et d'ailleurs, il y a une trahison, on peut en citer deux très rapidement, de ce principe de l'égalité de se présenter au suffrage électif. C'est le suffrage censitaire qui a quand même été en vigueur pendant de nombreuses années en France, malgré que c'était quand même qu'on se reposait sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et puis, ce que nous dénonçons actuellement autour de la présidentielle, c'est-à-dire le système des parrainages pour l'élection présidentielle, qui montre bien justement qu'il y a une présélection des candidats et seuls certains qui obtiennent 500 signatures de notables ont le droit de se présenter. Voilà pour mon retour sur cet article 6 et son analyse par Christian. Merci bien, Luc. Richard, est-ce que tu peux prendre la relève, s'il te plaît? Je le peux. Donc, je vais continuer sur ce qu'a dit Luc et donc remercier aussi Christian pour son brillant exposé, comme toujours. Dans ce que je voulais dire, moi, oui, la volonté générale, c'est très vaste. Il faut que ce soit défini. Mais je pense que les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne se seraient pas entendus pour la définir correctement, puisque il y avait forcément une partie qui était plutôt rousseauiste, donc qui est une conception particulière de la volonté générale, et puis il y a d'autres courants de pensée aussi qui l'auraient défini autrement. Donc tout ce petit monde-là ne se serait pas entendu, je pense, pour le définir, et au bout du compte, on ne sait pas trop ce que c'est dans cette déclaration non plus. Après, sur la deuxième phrase, moi je trouve ça assez amusant quelque part de consacrer et la démocratie directe et la démocratie représentative. C'est-à-dire que si je suis plutôt pour la démocratie directe et pour que chacun puisse concourir personnellement à la loi, je suis pas non plus pour qu'on dise allez-y, faites comme vous voulez, c'est l'un ou l'autre en fonction du moment, on verra. Donc je trouve ça dommage que cette déclaration ne tranche pas entre les deux. Je pense qu'elle n'a pas osé non plus le faire, dans le sens où elle voulait une représentation, mais qu'elle n'osait pas dire aux citoyens qui venaient à peine de faire la révolution, lui dire bah non, tu restes chez toi, mon bonhomme. Donc elle l'a pas tranché, et cet article, en mettant les deux côte à côte, il dit si les citoyens font la loi, les représentants pourront s'y opposer, et si les représentants font la loi, les citoyens pourront s'y opposer. Donc en fait, elle met une petite part de chaos comme ça, en refusant de choisir entre les deux. Donc voilà, ça c'est dans ce que je voulais dire. Autre chose, c'était sur l'égalité. Donc pour les places, j'ai plus la formulation exacte en tête, mais c'était pour dire qu'il existe toujours aussi une forme de non-égalité, même sur toutes les élections actuelles qu'il peut y avoir. Par exemple, si on prend les élections législatives, on peut remarquer par exemple que des candidats aux législatives qui sont sous l'étiquette Ensemble, Renaissance ou je ne sais trop quelle coalition rattachée au président Emmanuel Macron, qu'il y a des gens qui ont leur photo ou qui sont vraiment inscrits majorité présidentielle. Oui, d'ailleurs, le titre, c'est majorité présidentielle, il est dans le nom. Ensemble, majorité présidentielle. Et ça, ce rattachement comme ça à un pouvoir qui est en place, ça casse l'égalité, tout simplement parce que ça nomme une espèce de candidature officielle. En disant, en fait, il y a des citoyens qui sont des citoyens lambda, puis il y a des citoyens qui sont les candidats officiels du pouvoir en place. Et là, ça met une discrimination qui pose un problème au niveau de l'égal accès donc aux fonctions électives.
puisque en désignant quelque chose qui est déjà rattaché à la majorité présidentielle, comme c'est le cas, et ben, tout simplement on officialise quelque part. Donc voilà. Merci beaucoup, Richard. Alors, à mon tour. Première phrase. La loi est l'expression de la volonté générale. Effectivement, il faudrait définir ce qu'on entend par volonté générale, mais s'il s'agit de la volonté de la majorité, moi, c'est comme ça que je le comprends. Et effectivement, la loi peut être l'expression de la volonté générale, donc de la majorité. Simplement, tel que c'est formulé, ça peut être compris dans l'autre sens, à savoir que c'est la loi qui dit ce que doit être la volonté générale. Donc, dans ce sens-là, effectivement, c'est dangereux. La question est toujours la même de mon point de vue, c'est qui est-ce qui fait la loi? À partir du moment où on s'entend sur qui fait la loi, cette phrase, si c'est la majorité qui fait la loi, alors cette phrase ne me pose pas de problème. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Je trouve que c'est un très bon principe, une très bonne règle, une très bonne loi. Évidemment, après, dans les faits, ce n'est pas appliqué, mais le fait qu'elle figure dans cet article, sans le mettre en correspondance avec les autres, je trouve que dans une constitution que j'écrirai moi-même, c'est certainement que cela figurerait. Je ne me suis pas opposé au fait qu'il y ait de la représentation et de la démocratie directe, puisque de mon point de vue, elle ne s'oppose pas, elle se complète. J'ai fait sur ma chaîne des vidéos à ce sujet. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce qu'on n'a pas tout le temps de s'occuper à tout instant et de tous les sujets. Donc il y a fatalement de la représentation, mais si on est en démocratie, il y a nécessairement la possibilité pour tout un chacun de participer à la fabrication de la loi. Donc les deux se complètent. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Évidemment, dans les faits, ce n'est pas le cas, mais encore une fois, dans la Constitution, ceci figurait, parce que c'est un principe d'égalité. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, enfin voilà, pour les emplois publics. Oui, je ne sais pas si c'est à mettre dans la Constitution, mais pourquoi pas. Par contre, effectivement, là où cette quatrième dernière phrase, contrairement aux trois autres, me pose problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par vertu, parce que j'ai une conception de la vertu, mais c'est peut-être pas la même que tous, et c'est peut-être pas la même que celle des rédacteurs. Et par leur talent, bon, je pense que les talents, on peut s'accorder sur le fait que c'est les compétences, voilà, les connaissances acquises. C'est plutôt le mot vertu qu'il faudrait qu'il soit défini. Voilà pour moi. Christian. Merci pour tous ces commentaires. Je vais me contenter de reprendre disons, les dissensus qu'il y a pu avoir entre ce que j'ai dit et les commentaires que vous avez faits, et peut-être rectifier certaines choses ou en préciser d'autres. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment une analyse peut être elle-même ensuite analysée. Alors, cette phrase, la loi procède de l'expression. La loi est l'expression de la volonté générale. Bon. Tout d'abord, elle ne veut rien dire, ce que j'ai pointé. J'ai pointé le fait que ça n'était pas une définition. Dire la loi est l'expression de la volonté générale, c'est établir une synonymie entre la loi, moi c'est la même chose. Loi et expression générale, c'est la même chose. Bon. Donc, soit ça ne veut rien dire, la loi est l'expression de la volonté générale. Ça ne veut rien dire parce que ça n'est pas écrit comme une définition. Voilà. Soit, effectivement, ça veut dire ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'il y a une synonymie, EST, c'est synonyme. La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Et là, donc, c'est là justement que j'ai introduit mon raisonnement sur la confusion entre le législatif et l'exécutif. Et je pense ce que tu as dit
Luc, ça n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Tu m'as fait dire des choses que je n'avais pas dit. Alors, je vais essayer de le rectifier. Quand je dis que cette phrase, si elle est prise au pied de la lettre, elle introduit une confusion entre le législatif et l'exécutif. Elle met tout simplement le législatif et l'exécutif sur le même plan, sur le même pied d'égalité. Parce que l'expression générale, bon, qu'est-ce qu'elle peut faire, l'expression générale? Elle peut tout faire. Elle peut construire un pont, elle peut construire une école, et ça, c'est un commandement opérationnel, c'est un acte de l'exécutif. Elle peut aussi édicter une règle abstraite, et ça s'appelle fabriquer une loi. Donc, en disant la loi, c'est l'expression de la volonté générale, ça veut dire que tous les actes du pouvoir exécutif, tous les commandements opérationnels, tout le domaine opérationnel de l'État, c'est de la loi. Bon, ça n'est pas anodin parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est que le pouvoir oligocratique, depuis qu'il a installé son pouvoir, depuis la Révolution de 1789, n'a eu de cesse, c'est là que je m'inscris en faux par rapport à ce que tu dis, Luc, n'a eu de cesse de confondre sciemment, de dire l'exécutif et le législatif, c'est la même chose, et même de dire l'exécutif doit prévaloir sur le législatif. Puisque, bon, on constate aujourd'hui que les lois sont faites par l'exécutif. Alors, c'est bien, on aime ça, c'est autre chose. Bon, objectivement, c'est une contre-constitution, et elle est la même depuis 1789, c'est une constitution qui donne tout le pouvoir, alors on va débattre sur le pouvoir, à l'exécutif, et notamment, il donne à l'exécutif le pouvoir de faire la loi. C'est l'exécutif qui fait la loi. Alors, ça, disons, c'est issu, en fait, ça montre qu'on est dans une filiation de la féodalité, de la monarchie, de la monocratie, puisque c'était le roi seul qui faisait. Et bien maintenant, la caste, ou la clique, on dira ce qu'on veut, des représentants, et qui vont être ceux qui exercent le pouvoir, ils font aussi la loi, ils font tout. Ils font les commandements opérationnels et ils font les règles abstraites. Ce qui fait que lorsqu'ils veulent faire un commandement opérationnel, alors je prends un exemple, je prends toujours l'exemple du pont, je veux construire un pont. Ah mince, il y a une loi qui nous interdit de faire un pont. C'est pas grave, on change la loi. Et donc on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que cette phrase, en disant la loi est l'expression générale, bon, ça veut dire que l'expression générale, c'est la loi, et que la loi, c'est tout. Voilà. C'est à la fois des actes constructifs et les actes abstraits. Alors, concernant le troisième point, concourir personnellement, bon, on va pas s'étendre. On est tous d'accord que cette phrase est une. Alors, enfin, cette phrase est une supercherie. Guillaume dit quand même qu'il est assez d'accord pour que on dise que le pouvoir de faire la loi doit être conjointement attribué à tout un chacun et à une caste de représentants. Oui, d'accord, mais le problème, c'est que ce n'est pas écrit comme ça. Bon, c'est écrit où. Où, que ça veut dire? Bon, peuvent concourir à la fabrication d'un poids, soit directement, soit par le représentant. Bon, donc, à défaut de préciser exactement dans quel cas ça va être le peuple qui fait la loi et dans quel cas ça va être un petit groupuscule, une petite minorité qui va faire la loi, bon, d'où mes critères d'imprécision, mes notations, mes vétos, etc. Voilà. Bon. Alors, maintenant, le quatrième point, la question de l'universalité de la loi. Alors, la phrase, c'est la loi doit être la même pour tous, qu'elle punisse, qu'elle sanctionne. Bon. Et donc, moi, je dis c'est incohérent. C'est incohérent parce que nous avons, dans un niveau inférieur de la Constitution, c'est-à-dire le code juridique, des tas de codes juridiques qui, eux, disent le contraire. Alors,
disent le contraire. Ça n'est pas tout à fait pareil que ce que tu dis, Luc, en disant le code du travail. Il dit que c'est pas la même chose pour un employeur et c'est pas la même chose pour un salarié. Oui, mais c'est pas du tout ce qui est pointé là dans cette analyse. Ce qui était pointé dans cette analyse, c'est que pour le même délit, eh bien, une personne alpha va être traitée différemment d'une personne bêta. C'est ça le problème. Bon, donc l'université de la loi est la même pour tous. Ça veut dire que si tu coupes un bras, ça coûte tant. Bon, qui que tu sois jeune, vieux, noir, blanc, jaune, bien dans ta peau, mal dans ta peau, avec une enfance malheureuse ou pas une enfance malheureuse, c'est pareil. On s'occupe de la victime. Bon, alors ça, c'est un débat de fond sur la philosophie du droit. Hein. C'est, disons, les partisans de l'automaticité des peines qui sont opposés aux partisans, je dirais, de la socialisation du code pénal, hein, de la justice sociale. Et donc, la question, c'est de savoir, pour un même délit, alors prenons le code pénal, parce que c'est de ça qu'il s'agit, bien le code pénal pour un même délit, bon, il va dire, ben, ça dépend un petit peu, là, soit on peut appliquer ça, et après, le juge, bon, il juge. Bon. Donc, on a une battue en brèche absolument évidente, éclatante, de ce qui est affirmé dans l'article 6. Donc, c'est contradictoire. Après, on sait bien, c'est pas bien. On n'est pas là pour dire, on est là pour dire, ça ne tient pas la route ce qui est écrit. Voilà. Bon. Ensuite, alors sur l'éligibilité, je crois que là, effectivement, on tous pour le coup absolument d'accord, et je ne vois pas ce que je rajouterais de plus par rapport à ce qui est dit. Voilà, cette dernière phrase de l'article 6, elle établit tout simplement l'inégalité des citoyens devant l'accession, alors ils appellent ça aux emplois publics ou aux mandats, etc. Alors ça peut être aussi bien l'accession à la fonction publique que l'accession aux fonctions électives, soumise à des critères de vertu et des critères de compétences qui ne sont pas définis. Si on définissait, si la loi, au niveau de la Constitution, on définissait une instance appelée à juger de ça. Alors là, on retombe, on est en terrain inconnu, puisqu'on retombe dans notre mémoire en requête de dénonciation à élection. Mais cet article 6 est l'article justement qui ouvre la boîte de Pandore dans laquelle, sur laquelle on a travaillé à propos de cette action contre la loi sur les parrainages. Voilà, bon, ce que j'ai à pointer sur ce qui a été dit. Parfait, Christian, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un tour complet et ça doit faire une bonne demi-heure. Est-ce qu'on s'arrête là pour cet article et on fait le suivant après? Bon, bah là, il dit 7h22 quand même. Hein. J'aurais juste un tout petit complément par rapport à ce qu'a dit Christian, je dirais, et même d'une manière générale, peut-être pas simplement sur l'article 6. Attention, à mes yeux, hein, je ne peux pas relancer un débat non plus, mais à ne pas faire de la surinterprétation par rapport à la première phrase, par exemple, et tout le déroulé que fait Christian par rapport à l'exécutif et le législatif, etc. Il faut bien voir que la DDHC, ce n'est pas une constitution. C'est une déclaration de principe, une liste de principes. Pas une constitution en tant que telle. Et d'ailleurs, nous, dans la constitution de la Ve République, c'est marqué comme un principe, c'est mis dans le préambule. Hein. Et je pense que c'est aussi pour ça que Guillaume, et moi aussi d'ailleurs, sur un certain nombre d'articles, là, on les critique de façon... on les torture, je dirais. Mais il y a un certain nombre... Si on se situe qu'au niveau des principes, il y a un certain nombre de phrases qu'on peut reprendre telles qu'elles sont. Mais en sachant que ce sont des principes, et des principes qui sont évidemment forcément... imprécis et qui ouvre un champ aussi. Ils fixent des choses, mais évidemment, ils ne peuvent pas rentrer dans tous les détails. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on ait, et les gens qui vont regarder nos vidéos, et ça aussi en tête,
Hein. Nous, on va vraiment au fond des choses. Et voilà, mais pour resituer un petit peu le contexte. C'est tout ce que je voulais ajouter. Richard, est-ce que tu veux rajouter aussi quelque chose? Oui, non, je disais, non, je trouve que c'était très complet avec l'intervention en dernier de Christian. Rien à redire. Très bien, mais justement, Christian, c'est toi qui as le dernier mot pour cet article. Non, c'est pas pour avoir le dernier mot, hein. Mais juste un mot sur interprétation de la première phrase de l'article 6, peut-être un peu, oui. Oui, oui, oui. C'est vrai que je suis dans la surinterprétation, mais pourquoi pas? On a le droit. On a le droit de surinterpréter. Hein, on est là pour ça. Voilà. Bon. Après, lorsque tu dis attention, la DHC, ce n'est pas une constitution, c'est un déroulé de principe. Oula, ça c'est intéressant. Alors là, sacré débat. Hein, voilà. Et si moi je disais qu'une constitution, il doit y avoir qu'un déroulé de principe dans une constitution, tu vois? Bon, le fait. Comment? Oui, eh bien, tu dis, attention, la DDHC, ça n'est pas une constitution, c'est un déroulé de principe. Ouais, c'est ce que tu as dit. Bon, alors, bon, moi je dis, si la DDHC, c'est une constitution, oui, c'est un déroulé de principe, et même une constitution, ça pourrait très bien être rien qu'un déroulé de principe, rien d'autre. Après, c'est en dessous dans les codes juridiques. Voilà. Bon, donc ça ouvre, en fait, ça ouvre le débat sur qu'est-ce que c'est qu'une constitution, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une constitution. Ça ouvre, enfin, ça rebondit sur les deux notions, je dirais, sur les deux troncs de constitution, la constitution de nature principielle ou la constitution de nature procédurielle. Est-il possible de n'avoir une constitution que procédurielle, possible que principielle? Est-ce qu'il faut d'ailleurs un mix des deux? Toujours est-il que, sans trancher sur ce débat très intéressant, qui est prévu d'ailleurs dans les débats ouverts, dans nos débats ouverts, je dirais que le fait que la DDHC soit un déroulé de principes, enfin, elle prétend que c'est des principes. Je passe mon temps à dire que ce sont des faux principes, ce sont des principes en compte-œil, des simili-principes, des quasi-principes. Mais, bon, elle dit que ce sont des principes. Eh bien, je considère personnellement que ça lui attribue la qualité de constitution. Ok. On termine sur cette conclusion. Merci beaucoup.